l'échographie du coude nécessite de savoir repérer les principales structures anatomiques le constituant. Le but de ce film est de vous aider à acquérir ces connaissances. Afin de visualiser les régions antérieures, postérieures ainsi que les bords latéral et médial du coude, nous retiendrons 4 positions d'examen. La première, qui permet de visualiser la région antérieure du coude, nécessite de poser le coude en extension sur la table d'examen, paume de la main dirigée vers le haut. La deuxième position, qui permet de visualiser le bord latéral, nécessite de fléchir le coude à 90 degrés et de le reposer sur la table sur son bord médial, le poignet étant positionné en flexion dorsale maximale. La troisième position consiste quant à elle à étendre le coude et à le positionner en rotation externe. Il repose sur la table d'examen par le bord latéral. Cette position permet d'examiner la région médiale du coude. Enfin, la dernière position consiste à fléchir le coude à 90 degrés et à laisser la paume de la main reposer à plat sur la table d'examen. Cette position sera très utile pour examiner la région postérieure du coude. L'appareil d'échographie sera doté d'une sonde linéaire superficielle de haute fréquence. On pourra utiliser un matériel d'interposition tel qu'une poche à eau afin d'absorber les différents reliefs osseux. L'examen de la région antérieure débute par une coupe sagittale de l'articulation huméro-radiale. Le coude en extension reposant sur la table d'examen, paume de la main dirigée vers le haut, la sonde est appliquée longitudinalement au niveau du pli du coude sur son versant latéral. La gauche de l'écran correspond à la partie supérieure de cette articulation et la droite à la partie inférieure. On identifie aisément la corticale osseuse du condyle huméral et en dessous la tête radiale dont on pourra apprécier la rotation lors de mouvements de prodosupination. Cette tête radiale est recouverte par le ligament annulaire. L'examen se poursuit par une coupe sagittale de l'articulation huméro-ulnaire. Le coude restant dans la même position, la sonde est appliquée longitudinalement au niveau du pli du coude, dans sa région médiane. On identifie aisément sur l'écran plusieurs structures. Au centre de l'écran, nous retrouvons la trochlée humérale. À sa partie inférieure se situe l'apophyse coronoïde de l'ulna. À sa partie supérieure, nous retrouvons la fossette coronoïde. Le muscle passant au-dessus de la capsule articulaire recouvrant ces différentes structures est le muscle brachial. Nous effectuons maintenant une coupe transversale de la partie basse de la palette humérale. Le coude en extension reposant sur la table d'examen, la sonde est appliquée transversalement et descend progressivement pour se localiser au niveau de la partie supérieure du pli du coude. Elle sera ensuite déplacée du versant latéral au versant médial de cette région. Sur le versant le plus latéral de cette coupe, on peut mettre en évidence le muscle brachio-radial. Plus en dedans se situe le muscle brachial. Entre ces deux structures musculaires, nous pouvons visualiser les deux branches de division du nerf radial. La sonde poursuit son déplacement transversal en dedans. Nous pouvons visualiser la partie la plus superficielle de l'écran, le tendon du biceps brachial. En dedans de ce tendon et un peu plus en profondeur, nous pouvons voir l'artère et les veines brachiales.
La sonde poursuit son déplacement vers le versant médial de cette région. À droite de l'écran, c'est-à-dire sur le versant le plus médial, nous pouvons visualiser le muscle rond pronateur. À proximité de l'artère et des veines brachiales se situe le nerf médian. L'examen de la région antérieure s'achève par une coupe axiale du tendon distal du biceps brachial. Le coude étant maintenu en extension et la sonde appliquée transversalement, l'examinateur induit un mouvement de supination forcée de la main, cela afin de produire une rotation de la tête radiale afin de dégager la tubérosité bicipitale. Le repère le plus facilement identifiable sur cette coupe est la corticale osseuse du radius, caractérisée par l'ombre acoustique qui lui fait suite. Nous pouvons identifier la tubérosité bicipitale de ce radius. Sur cette tubérosité bicipitale s'insère le tendon distal du biceps. Le muscle superficiel en regard et le muscle brachial. Nous pouvons procéder à un grossissement afin de mieux visualiser l'insertion distale de ce tendon. L'examen de la région latérale du coude débute par une coupe longitudinale. Le coude fléchi à 90 degrés repose sur la table d'examen par son bord médial et le poignet est placé en situation de flexion dorsale maximale. La sonde est appliquée longitudinalement dans l'axe du membre en regard de l'articulation huméro-radiale. On identifie aisément la corticale osseuse de l'épicondyle latéral avec l'ombre acoustique qui lui fait suite. On repère aussi facilement le radius. Au niveau de l'épicondyle latéral s'insère le tendon commun des épicondyliens latéraux, lui-même constitué par le court extenseur radial du carpe, l'extenseur commun des doigts, l'extenseur propre du cinquième doigt et l'extenseur ulnaire du carpe. En procédant à un grossissement, on identifie la structure fibrillaire du tendon commun. Nous repérons de nouveau sur l'écran la corticale osseuse de l'humérus et du radius, le tendon commun des épicondyliens avec à sa face profonde le ligament collatéral latéral antérieur. L'examen de la région latérale s'achève par une coupe transversale. Le membre supérieur est positionné de la même façon que celle précédemment décrite, et cette fois-ci la sonde pivote de 90 degrés pour se trouver dans un axe transversal par rapport à l'axe du membre. Le but de cette coupe est de repérer le tendon commun des épicondyliens latéraux. La corticale osseuse de l'épicondyle latéral est facilement identifiable, et à sa surface s'insère ce tendon commun. L'examen de la région médiale du coude débute par une coupe longitudinale. Le coude est placé en extension et en rotation externe. Il repose sur la table d'examen par le bord latéral. La sonde est appliquée longitudinalement dans l'axe du membre en regard de l'articulation huméro-ulnaire. Les repères anatomiques sont les suivants.
on identifie la corticale osseuse de l'épicondyle médial. Plus bas situé, nous identifions l'ulna. En regard de l'épicondyle médial s'insère le tendon commun des épicondyliens médiaux. Ce tendon est composé par le fléchisseur radial du carpe, le long palmaire, le fléchisseur superficiel des doigts, ainsi que le fléchisseur ulnaire du carpe. À la partie profonde de ce tendon, on repère le ligament collatéral médial antérieur, tendu entre l'épicondyle médial et l'ulna. L'examen de la région médiale du coude s'achève par une coupe transversale. Le membre supérieur reste positionné comme précédemment, et cette fois-ci la sonde parcourt l'épicondyle médial de façon transversale, le but étant de repérer le tendon commun des épicondyliens médiaux. Ici encore, le repère le plus facilement identifiable est la corticale osseuse de l'épicondyle médial en raison de l'ombre acoustique qui lui fait suite. Sur cet épicondyle médial s'insère le tendon commun. L'examen de la région postérieure du coude débute par une coupe longitudinale médiane. La paume de la main repose sur la table d'examen, le coude étant fléchi à 90 degrés. La sonde est appliquée longitudinalement dans l'axe du membre supérieur. La coupe sagittale médiane permet d'identifier plusieurs structures anatomiques. À gauche de l'écran, nous pouvons voir l'extrémité olécrânienne de l'ulna, puis l'humérus. À proximité de l'humérus se situe la fossette olécrânienne. Sur l'olécrâne vient s'insérer le tendon du triceps. On peut également visualiser l'insertion des fibres musculaires sur ce tendon. Nous effectuons maintenant une coupe transversale médiane. Le membre supérieur reste dans la position précédemment décrite, et cette fois-ci, la sonde est appliquée transversalement, au niveau de l'olécrâne, et remonte progressivement le long du membre supérieur. Au centre de l'écran apparaît l'olécrâne. Sur cet olécrâne vient se fixer le tendon du triceps. La sonde poursuit son ascension et remonte de quelques centimètres, et nous voici en présence de la fossette olécrânienne. En surface, nous retrouvons le tendon du triceps, et entre ces deux structures, un tissu graisseux présent à l'état physiologique. L'examen s'achève par une coupe transversale médiale du tunnel ulnaire. La sonde, toujours appliquée transversalement, est déplacée en direction du versant médial de la région postérieure du coude. Les repères anatomiques sont les suivants. Nous pouvons voir l'épicondyle médial et en dedans de celui-ci, l'olécrâne. Entre ces deux structures se situe le nerf ulnaire. Il est reconnaissable à son aspect caractéristique dit en nid d'abeille.
Cette région est délimitée par le ligament d'Osborne qui vient relier l'épicondyle médial à l'olecrâne. Nous voyons de nouveau le nerf ulnaire entre ces deux structures osseuses. Ainsi s'achève notre film. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un excellent apprentissage de l'écho-anatomie du coude en débutant votre initiation avec des patients indemnes de lésions.